Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour et merci de rester fidèles à cette édition. Rebonjour. Voici les titres. Le nouveau gouvernement a dévoilé hier son programme et obtenu la confiance unanime du Parlement. La chef du gouvernement a engagé la responsabilité de son équipe devant la représentation nationale, conformément aux dispositions constitutionnelles. Un programme d'action qui se décline en 3 axes principaux: le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, la création d'emplois et la modernisation du Togo. La rentrée scolaire au Togo, c'est officiellement le 26 octobre prochain. C'est l'occasion pour certaines associations et ONG de mener des actions de bienfaisance. Le cas de l'association d'aide à l'enfant scolarisé au Togo de ASTO a offert hier des fournitures scolaires à une 50aine d'élèves du primaire et du secondaire du canton de Siou. C'est dans la préfecture de Doufelgou. Vers la fin du conflit au Darfour, un accord de paix historique sera signé ce jour à Juba, la capitale du Soudan du Sud, entre le pouvoir soudanais et des groupes rebelles. Cet accord va permettre de mettre fin officiellement à une guerre de près de 17 ans dans le pays. Lancement le 9 septembre dernier d'une opération de contrôle de la qualité des engrais. L'opération initiée par la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA a pour objectif principal de veiller au respect des normes réglementaires. Le bilan de l'opération avec notre invité, M. Madadozi Tessike, il est le directeur général de la CAGIA. Et puis les échos du palais, les sports et la revue de presse à suivre également dans ce magazine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, à nouveau, bonjour. Les choses vont très vite ces derniers jours au Togo. Quelques heures seulement après sa constitution, le gouvernement avec à sa tête Madame le Premier ministre, Victoire Tomiga Dogbe, a présenté hier son programme d'action devant le Parlement. La chef du gouvernement a engagé la responsabilité de son équipe devant la représentation nationale conformément aux dispositions constitutionnelles. Un programme d'action en 3 axes principaux, notamment le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, la dynamisation et la création d'emplois et du tissu économique et la modernisation du Togo à travers le renforcement de ces structures conformément au plan national de développement PND. Odette Pira. À travers cet axe, le gouvernement Dogbe entend améliorer le capital humain. Selon le Premier ministre, aucun Togolais ne sera laissé de côté. Le gouvernement a prévu à ce sujet l'identification de tous les Togolais pour mettre en place un registre social. Il est aussi prévu dans cet axe l'accès universel aux soins de santé, une assurance maladie pour tous et la formation des jeunes. Ministre Dogbe. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale. L'un des principaux enseignements que nous tirons de cette crise sanitaire socio-économique est l'impérieuse nécessité de renforcer le capital humain et d'assurer la solidarité nationale. Dans la fidélité de l'engagement du chef de l'État, aucun Togolais ne sera laissé de côté. À cet effet, l'identification de tous les Togolais et de ceux qui résident dans notre pays sera réalisée, conformément à la loi numéro 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, que vous avez adoptée il y a quelques semaines. Les retombées de cette loi sont immenses tant au plan social qu'au plan économique. Dans la même optique, un registre social unique sera mis en place afin d'améliorer le ciblage transparent de tous les bénéficiaires des programmes sociaux. De manière particulière, des programmes spécifiques seront mis en œuvre pour des quartiers historiques populaires, des vieux quartiers, des zones périurbaines qui connaissent des problèmes particuliers tels que l'insalubrité, etc. Donc, une attention particulière sera accordée à ces quartiers historiques, des zongos. Des programmes ciblés seront élaborés en leur faveur. Dans le domaine de la santé, nous allons assurer un accès universel aux soins à travers la mise en place d'une assurance maladie pour tous. Une assurance maladie pour
Le deuxième axe du PND prend en compte l'emploi des jeunes, la culture et l'agriculture. Dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie du pays. Dans ce axe, le gouvernement prévoit de l'emploi décent, l'accent au financement des projets de développement, la mécanisation du secteur de l'agriculture et l'amélioration de la logistique. L'économie bleue sera aussi prise en compte. Ministre Dogbe. Comme pour tous les pays africains, la jeunesse de notre population est une chance formidable. Elle constitue une opportunité. Cette jeunesse a su montrer sa résilience, y compris dans cette période de crise sanitaire, par son talent et son esprit d'initiative. Cette jeunesse a besoin d'être renforcée, soutenue et portée en lui offrant le cadre pour s'autonomiser économiquement et en créant des emplois décents et rémunérateurs. Ce sera tout le sens de l'action que nous porterons au niveau de ce deuxième axe. Dans ce cadre, le dispositif de financement et d'appui au TPME fera l'objet d'une réforme comme prévu par le projet de société du président de la République. L'objectif étant de faciliter l'accès au financement, de digitaliser les procédures et de dynamiser ce tissu économique. Je voudrais en particulier dire aux acteurs du monde culturel, artistique, touristique et sportif qu'ils bénéficieront de notre part d'une attention spécifique visant à renforcer la résilience dont ils ont fait preuve durant cette crise et je voudrais saluer leur sens de responsabilité. Ils bénéficieront également des dispositifs d'accompagnement et d'appui qui seront mis en place pour les TPME. L'agriculture, c'est le pilier fondamental de notre économie et le principal employeur. Mais c'est malheureusement encore le secteur dans lequel le travail ne fait pas vivre son homme. L'on enregistre encore un nombre important de nos concitoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté. Nous voulons rendre ce secteur rémunérateur, attractif pour notre jeunesse à travers l'approfondissement de sa transformation, en y introduisant plus de mécanisation, en l'alignant plus sur les marchés et continuant de développer des cultures de rente et le secteur prometteur du bio. Et le troisième axe, quant à lui, vise la modernisation du pays avec le renforcement de ses structures au service des uns et des autres. Dans ce dernier axe, le gouvernement met l'accent sur la digitalisation avec un réseau fiable partout et pour tous, l'amélioration du système judiciaire, ceci avec l'appui du secteur privé, ministre Dogbe. Le digital sera indéniablement au cœur de cette modernisation, car il nous permet de briser les barrières et de réduire les distances pour favoriser l'inclusion sur tout le territoire. Un accent particulier sera mis sur la digitalisation des services et des parcours publics pour faire du Togo une référence régionale en la matière. Cela ne sera possible que si nous garantissons une couverture réseau Internet fixe et mobile de qualité, fiable, partout et pour tous. Madame la Présidente, honorables députés, mesdames et messieurs, pour financer cette feuille de route, et comme c'était déjà le cas pour le plan national de développement, le PND, nous comptons nous appuyer sur le secteur privé. Le Togo a enregistré des progrès remarquables dans les classements pertinents internationaux. Le Togo a aussi progressé dans sa capacité d'attraction des investissements privés. Il nous faut à présent renforcer et amplifier ces progrès en maintenant le cap des réformes du climat des affaires et en tirant tout le potentiel de notre code des investissements, notamment avec l'opéralisation effective de l'Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche APIZF. L'attraction de l'investissement privé reste tributaire de notre capacité à bien gérer nos ressources. Il nous faudra en conséquence nous appuyer sur la poursuite d'une gestion saine et efficiente des fonds publics. Les parlementaires ont à l'unanimité accordé leur confiance au nouveau gouvernement et voté favorablement pour la mise en œuvre de ce programme. Les députés ont accordé leur confiance au programme du gouvernement Dogbe. Djeri Tama, président du groupe parlementaire Net PDP. Fort de tout ceci, le groupe parlementaire Net PDP accorde toute sa confiance à la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre. Les trois axes à savoir, les réformes inclusives, la dynamisation de la création d'emplois et la modernisation du Togo nous paraissent cohérents, équilibrés et réalistes. Mais attention, nous resterons très vigilants. Honorable Senanou Alipio, président du groupe parlementaire IFC. Au vu des trois axes qui remportent notre adhésion, notamment un renforcement
renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, une dynamisation de la création de l'emploi et la modernisation du Togo. J'invite l'ensemble des députés de l'Union des forces du changement à voter favorablement ce programme de gouvernement présenté en ce jour au Parlement. Honorable Acholi Akleso, président du groupe parlementaire UNIR. Le groupe parlementaire du plus grand parti politique de notre pays lui accordera sa confiance et est disponible à chaque fois que nécessaire pour l'accompagner et également attirer votre attention sur bien de sujets. L'essentiel qui nous mobilisera est une république irréprochable et une démocratie exemplaire. Place désormais au travail, c'est en tout cas l'appel lancé par Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe aux ministres, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la couverture sociale et de la solidarité nationale ou encore dans le domaine digital. L'équipe gouvernementale s'est engagée à traduire dans les faits la politique sociale de développement impulsée par le président de la République. Mon cœur est dans la joie. Mon esprit est en fait, ce sont là les mots de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawa Djibouadi-Tchigan, dans un hommage rendu à la femme togolaise. Nous vous proposerons de suivre l'intégralité du programme d'action du nouveau gouvernement ce soir à la fin de l'édition de 19h. Rappelons qu'au lendemain de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, les passations de charges ont débuté dans presque tous les départements ministériels. Ministres sortants, tout comme les nouveaux, ont tour à tour remercié le chef de l'État avant de se féliciter réciproquement les uns les autres pour leur nomination et les autres pour le travail abattu durant leur passage au poste. Toutes ces cérémonies de passation de service se sont déroulées en présence du secrétaire général du gouvernement, M. Kanka Malik Nachaba. La suite de cette édition, l'association d'aide à l'enfant scolarisé au Togo, 2A Esto, a offert hier des fournitures scolaires à une cinquantaine d'élèves du primaire et du secondaire du canton de Siou dans la préfecture de Doufelgou. Ce geste va permettre à ces apprenants de bien effectuer la rentrée scolaire 2020-2021, officiellement prévue dans 3 semaines. Pierre Fintakwa Lamega, un confrère de Radio Kara. Ce donc est le couronnement des activités socio-éducatives menées par l'association dans le canton de Siou pour les enfants scolarisés au cours de l'année académique 2019-2020. L'association 2A Esto a voulu par cette cérémonie sobre motiver l'assiduité et la soumission de ces apprenants qui ont participé aux différentes activités qu'elle a menées en leur faveur. Madame Tama Maroba, épouse Babaka, présidente de l'association 2A Esto. Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, nous avons mené des activités, le soutien aux enfants en difficulté et le projet de lecture, parce que nous sommes convaincus qu'à travers la lecture, il y aura une meilleure réussite scolaire. Donc c'est l'apothéose de nos activités à Siou. Ce geste, c'est un encouragement et pour les aider pour la rentrée scolaire qui se prépare bientôt et soulager les parents qui ont compris dès la première édition la nécessité que les enfants fassent des activités extrascolaires qui puissent également les aider dans leur scolarisation. Les enfants bénéficiaires de ces fournitures scolaires n'ont pas caché leur joie. Ils disent ainsi merci aux donateurs. L'association d'aide à l'enfant scolarisé du Togo œuvre pour la scolarisation des enfants âgés de 16 ans ou plus dans un environnement psychologique favorable. Elle œuvre également pour une meilleure compréhension des élèves inadaptés et leur prise en charge à travers des propositions de solutions adéquates aux différents partenaires de l'éducation. Bref, elle soutient matériellement et psychologiquement les élèves en difficulté. Le kaolin, communément appelé kalaba par plusieurs communautés, est une argile blanche et friable. Cette roche est beaucoup prisée par les femmes et particulièrement les femmes enceintes. Toutefois, la consommation excessive du kaolin n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. À quel effet nuisible peut-on s'attendre? Élément de réponse dans ce magazine. Adeline Aziadogbe, Hélène Assabi. Le kaolin ou calabash est argile, utilisée souvent dans la fabrication de la porcelaine et dans l'industrie du papier, est plutôt consommée à grande échelle par les femmes à Lomé.
Le mal est que cette consommation devient une obsession pour les femmes enceintes qui disent vouloir stopper les nausées. Écoutons quelques consommatrices. À chaque fois que j'aperçois quelqu'un en train de manger le kaolin, l'odeur me donne envie à acheter. Voilà, je l'achète et je le consomme. Quand je mange une sauce cliente non pimentée ou une nourriture qui est trop sucrée, ça me donne envie de vomir. Donc je mange le kaolin pour ne plus vomir. Et c'est devenu une habitude pour moi. Quand je ne mange pas, je ressens une manque. Elles ne sont pas les seules dans cette situation car les jeunes filles aussi sont accros et bien qu'ayant connaissance des risques qu'elles encourent en le consommant. Je manquais de quelque chose que seul le kaolin pouvait me donner. Quand je suis là des fois après avoir mangé à midi, après le déjeuner ou après le dîner, j'ai envie d'en prendre, je ne pouvais pas m'en passer. C'était comme une addiction pour moi. L'envie de consommer le kaolin, c'était devenu comme une drogue pour moi parce que à chaque fois que j'en voyais, il fallait que j'en achète et que j'en consomme. Et heureusement pour moi, un beau jour comme ça, j'ai cessé d'en consommer. La consommation du kaolin nuit gravement à la santé humaine et les revendeurs en sont conscients. Cependant, ils pratiquent allègrement cette activité qui, disent-ils, est source de revenus. Nous avons rencontré quelques-uns. Les types de personnes qui viennent payer du kaolin, nous, d'habitude, nous avons des jeunes. Il y a des catégories d'enfants aussi. C'est une envie qui vient d'eux-mêmes de manger. C'est un qui passe au moins 2 fois dans la journée, comme 25 francs, 50 francs. C'est un dit, oh, mais il y a même la numéro, les femmes achètent et revendent le kaolin. Certaines en font des tisanes, d'autres, comme les femmes enceintes, le consomment. Parfois, elles se plaignent qu'elles consomment trop le kaolin et on leur conseille de prendre des fumafères Foldine pour réduire la consommation. D'aucuns disent qu'elles ont des nausées et quand elles achètent pour 25 francs ou moins, elles trouvent satisfaction. Pourquoi les gens consomment-ils du kaolin, surtout les femmes? Une telle consommation n'est pas sans danger. Félix Assignon, assistant médical. Ce qui pousse surtout les femmes enceintes à manger de kaolin, c'est l'envie. Il y a certaines femmes enceintes pour arrêter la nausée qu'elles ont au cours de la grossesse. Mais le kaolin n'a jamais apporté quelque chose de bénéfique à l'homme. Plutôt des conséquences négatives qui peuvent entraîner la mort chez une femme enceinte. Ça peut entraîner premièrement l'anémie, qui peut entraîner le vertige, l'asthénie, fatigue intense, un ballonnement abdominal, la constipation, ça bouche les trompes. Donc, ça peut entraîner la stérilité. La jeune fille ne va plus tomber enceinte. Le fait que la femme enceinte consomme beaucoup, elle est faible. Elle ne peut plus pousser. Donc on doit passer à la césarienne. Je conseille à ces femmes, lorsqu'elles ont envie de kaolin, plutôt de passer à l'hôpital. Il y a des produits qu'on va les prescrire. L'addiction au kaolin n'est-elle pas un problème d'ordre psychologique lorsque l'envie de manger du kaolin devient forte ou est-ce une simple habitude? Docteur Jeannette Barman, psychologue au CHU Campus de Lomé. En termes d'envie, relève beaucoup plus d'un besoin organique. Là où ça devient un problème psychologique, c'est quand c'est une envie qu'on n'arrive plus à contrôler. Et quand la personne ne prend pas le kaolin, elle peut avoir des manifestations physiologiques diverses. Et il peut avoir également des réactions psychologiques à ce besoin de consommer, parce que cette fois-ci, ce n'est plus une envie, c'est un besoin de consommer. Il ne s'agit pas d'une obsession, c'est une dépendance. Même, quelle que soit sa volonté, ne peut pas arriver à arrêter de consommer. À partir de ce moment, la personne peut avoir besoin de se faire aider. Il est donc clair que l'envie de croquer du kaolin découle d'un manque de certains éléments dans l'organisme. De ce fait, prendre conseil auprès de son médecin est efficace pour soigner cette carence et réduire progressivement la consommation du kaolin jusqu'à l'arrêt total serait beaucoup plus efficace. Ce communiqué pour suivre, c'est à l'endroit des populations et des usagers de la route Lomé-Palibé. Le ministre des Travaux publics porte à la connaissance des populations et des usagers de la route Lomé-Palibé que compte tenu des travaux à exécuter, le trafic sur la section de route Todman-Zangira sera divisé par endroits à compter de samedi 3 octobre 2020. Pendant la durée des travaux, les usagers sont invités à emprunter les déviations aménagées en suivant les signalisations prévues à cet effet. Le ministre des Travaux publics présente d'ores et déjà aux usagers de la route ses excuses pour les désagréments que cette mesure pourrait leur causer et les invite à la prudence et au civisme.
La situation du Covid-19 au Togo à la date d'hier en rappelle, 9 des 828 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 1818. Ces 9 personnes âgées de 16 à 77 ans se répartissent comme suit. Un cas parmi les contacts, une femme dans la préfecture d'Agoué, 5 cas parmi les suspects, 2 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, un cas parmi les voyageurs, un homme dans la préfecture du Golfe, 2 cas parmi les dépistés, 2 hommes dans la préfecture du Golfe. 12 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris du Covid-19 à 1365. Le nombre de décès reste inchangé à 48. Le nombre de cas actifs est de 405. Un total de 93 294 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. On s'achemine au Soudan vers une fin probable du conflit au Darfour. En effet, c'est ce 3 octobre que doit être signé à Juba, au Soudan du Sud, un accord de paix historique entre le pouvoir soudanais et des groupes rebelles. Cet accord, s'il venait à être signé, va mettre officiellement fin à près de 17 ans de guerre dans le pays. Un préaccord a déjà été signé par toutes les parties fin août dernier où ont eu lieu les négociations pendant plus d'1 an. Il s'agira donc de la signature officielle, théoriquement en présence de plusieurs chefs d'État de la région, de représentants de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Guinée, une mission conjointe de diplomates et partenaires a quitté Conakry hier après y avoir passé quelques jours. Objectif, tenter de ramener la confiance entre tous les acteurs impliqués dans le processus électoral d'une part et voir de près la situation d'avancement des préparatifs pour un scrutin inclusif, équitable et juste de l'autre. Au terme de leur mission, les émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO ont exprimé une vive préoccupation par rapport au manque de confiance entre les acteurs. La mission conjointe a également condamné fermement les violences et les discours haineux à relent ethnique susceptibles d'encourager les violences. Le dépôt de candidature pour la présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso est clos depuis hier. La Commission électorale nationale indépendante a reçu 23 dossiers, parmi lesquels ceux de 3 femmes et plusieurs indépendants. C'est le 10 octobre prochain que la CENI va publier la liste officielle des candidats à ce scrutin présidentiel. Au Mali, les nouvelles autorités espèrent une levée rapide de l'embargo de la CEDEAO. 1 mois et demi après ces sanctions économiques, la junte a donné de nouveaux gages à l'organisation ouest-africaine. La charte de la transition a été rendue publique et les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes du 18 août, sont limitées. L'organisation régionale ne voulait pas entendre parler dans la charte de transition d'une possibilité pour le vice-président de remplacer un jour le président. C'est fait, la charte a tenu compte de cette exigence. Deuxième partie de ce magazine pluriel invité. La centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles KGA a démarré depuis le 9 septembre une opération de contrôle de qualité des engrais commercialisés par les sociétés privées sur le terrain. Cette opération permet de sauvegarder les intérêts des agriculteurs contre les déficiences en éléments nutritifs d'une part et de veiller au respect des normes réglementaires qui régissent les activités de fabrication, d'importation et de distribution des engrais au Togo d'autre part. Il s'agit surtout d'apprécier la qualité des engrais. Après 2 semaines sur le terrain, quels sont les premiers résultats
quelle superficie pour quelle quantité sur l'ensemble du territoire? Monsieur Madadoze Tezike, directeur général de la CAGIA, dresse le bilan des activités. Il est interrogé par Odette Pira. Madadoze Tezike, bonjour. Bonjour madame. En pleine campagne agricole, le gouvernement lance une opération de contrôle des agréments des sociétés fabricantes, importatrices et distributrices d'engrais au Togo. Pourquoi cette décision? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez afin d'éclairer la lanterne de vos auditeurs sur l'opération que le gouvernement a lancée le 9 septembre dernier sur l'étendue du territoire national en lien avec le secteur des engrais. En réalité, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement que le gouvernement met en œuvre sous le leadership du chef de l'État. Et dans le secteur des engrais, l'État a déjà anticipé en libéralisant le secteur de distribution depuis 2016. Et parallèlement à cela, le gouvernement a pris les dispositions pour mettre en place les organes et les instances de contrôle et de certification de ces produits sur l'État au niveau national. Et la CAGIA, qui est structure nationale de contrôle de qualité, a été mandatée à cet effet. Pour ce faire, il y a des inspecteurs qui sont nommés, qui devraient pouvoir rassurer les privés des conditions favorables qui sont créées, mais aussi garantir ou sauvegarder l'intérêt des producteurs par rapport à la qualité des engrais, les rassurer par rapport aux déficiences en éléments minéraux, la contrefaçon, les fausses déclarations et même les déficits de poids que certains distributeurs verrés seraient amenés à mettre en place sur le terrain. Donc cette opération fait suite à la tournée de sensibilisation que Monsieur le ministre avait réalisée au cours du mois d'août passé pour sensibiliser les différents acteurs sur les dangers que courent les opérateurs qui font circuler illicitement les engrais sur le territoire, mais aussi inviter les producteurs à une utilisation massive des engrais afin de produire massivement et amoindrir l'impact de la Covid sur l'économie nationale au cours de cette campagne. Monsieur Tezike, quelles sont les sociétés retenues sur l'ensemble du pays? Disons qu'au niveau national, il y a 13 sociétés qui ont obtenu les agréments au niveau national au cours de cette campagne et qui sont concernées. Il y a des opérateurs qui exercent aussi, notamment la nouvelle société cotonnière du Togo qui importe directement ces engrais. Donc c'est également une obligation pour la CAGIA d'apprécier le niveau de qualité de ces engrais qu'on met à la disposition des cotonculteurs. De la même manière, au niveau de la filière café, il y a aussi des engrais qui sont acquis. Donc on doit apprécier la qualité. L'engrais maraîcher également. Donc en dehors des sociétés agréées, tous les acteurs qui ont des engrais ont été touchés. Il y a aussi une société nationale ici qui fait la production de l'engrais de mélange, la société SIAT. Elle a été également visitée. Donc c'est tous les acteurs concernés par le secteur des engrais. L'opération a démarré le 9 septembre. Quels sont les premiers résultats? Premier résultat, c'est qu'aujourd'hui, toutes les régions sont couvertes. Nous sommes, au cours de cette semaine, dans les 2 dernières régions, notamment la région des plateaux et la région des savanes, qui sont les dernières à être couvertes. Donc toutes les régions sont couvertes aujourd'hui et d'ici la fin de la semaine prochaine, nous allons boucler l'ensemble de l'exercice et toutes les données seront convoyées au niveau national. Deuxième chose qu'il faut, c'est la collaboration ou la forte adhésion des différents acteurs, que ce soit les distributeurs, que les producteurs, tous les acteurs ont adhérer à cette opération. Et nous saluons aussi la disponibilité des acteurs, les services décentralisés, notamment les préfets et les collectivités locales qui ont aussi aidé à ce que cette opération puisse facilement se réaliser, sans oublier les forces de sécurité et de l'ordre qui accompagnent par endroit. L'autre chose, c'est que l'ensemble des prélèvements faits sera convoyé au niveau de l'ITRA pour les analyses afin d'apprécier la qualité intrinsèque des engrais qui ont été prélevés sur le terrain. Mais en termes de qualité de l'engrais rencontré sur le terrain, il est salutaire, il a apprécié le fait que quand nous arrivions dans un magasin, nous essayons d'apprécier l'accessibilité de ce magasin. Pour la plupart des points, cet élément a été très appréciable. Il est salutaire que tous les points de vente sont accessibles. Ensuite, l'éclairage et l'aération également ont été très satisfaisants. L'autre élément, c'est que nous apprécions les emballages, les marquages qui sont faits sur les emballages. Et l'élément important, c'est que nous devons avoir sur l'emballage l'année à laquelle le stock est mis en distribution. Ensuite, la quantité ou le poids du contenu du sac et le distributeur. Donc, c'est l'ensemble des points qui sont distribués. La plupart
toutes les sociétés agréées ont respecté ce marquage-là. Nous avons profité également de sensibiliser les acteurs. L'autre aspect, c'est le poids. Nous avons fait aussi des échantillons et pesé les différents emballages. On s'est rendu compte que la plupart des sacs sont à 50 kg au moins. Donc les poids ont varié entre 48 et 51,5 kg. Donc pour les sacs qui sont en dessous de 50 kg, nous avons interpellé les distributeurs pour que le reconditionnement soit fait afin que ces sacs soient remontés à 50 kg. Et l'humidité, on s'est rendu compte que tous les sacs sont dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de prise en masse des engrais. C'est les grains, l'intégrité des grains aussi très bonne. La plupart des grains sont intègres, il n'y a pas de cassure, ni de brisure, ni de prise en masse. Donc ça aussi, c'était important à soulever par rapport à la qualité de l'engrais. Maintenant, par rapport aux éléments minéraux contenus, les échantillons prélevés seront envoyés au laboratoire de l'ITRA pour analyse. Et dans les semaines à venir, nous pourrons avoir des informations clés sur le respect de la proportion des éléments minéraux à l'intérieur de ces sacs. Donc ça ne pouvait pas être apprécié directement dans les magasins. Donc c'est après analyse au laboratoire que nous pourrons donner cet avis-là. L'opération consiste à distribuer les intrants. Quelle qualité pour quelle superficie cette année sur l'ensemble du territoire? Le gouvernement, après le constat que les sociétés privées étaient dans l'incapacité de pouvoir importer suffisamment d'engrais pour les besoins de la campagne, a rapidement lancé une opération d'achat de plus de 100 000 tonnes d'engrais au cours de cette campagne qu'il a mis à la disposition des sociétés privées pour vendre aux producteurs sur le terrain. Donc à ce jour, ajouté à la quantité que les sociétés privées ont pu acquérir en début de campagne, le stock au niveau national s'élève à plus de 130 000 tonnes et il permet de couvrir près de 217 000 hectares en termes de besoins sur le terrain. Et donc, par rapport à cela, nous avons, pour le fait que ce soit le gouvernement qui a commandé, nous avons, avant de mettre ces engrais sur le terrain, analysé la qualité de ces engrais-là et les proportions de NPK ou d'urée ont été très bonnes à l'arrivée au port. Maintenant, derrière l'opération d'inspection qui se fait sur le terrain permet de confirmer que les opérateurs n'ont pas manipulé encore ces sacs pour intégrer d'autres éléments inertes ou de choses pour pouvoir tromper la vigilance des producteurs sur le terrain. Le gouvernement appuie aussi à chaque campagne les producteurs à faible revenu. Qu'est-ce qui est prévu cette année? À quoi consiste la subvention? Le gouvernement, dans son rôle d'accompagner les différents acteurs économiques dans leur activité, a toujours été aux côtés des producteurs agricoles. Et depuis 2016, le gouvernement a lancé une opération d'appui aux producteurs vulnérables pour accompagner la libéralisation du secteur de distribution des engrais à travers la grille PME, l'opération de subvention par téléphonie mobile. Et donc cette opération devrait se poursuivre au cours de cette campagne, mais a été buté contre l'arrivée de la Covid. Et face à cela, le gouvernement a senti que les besoins sont au-delà des producteurs vulnérables, donc il faut accompagner l'ensemble des producteurs. Et c'est à ce sens que le gouvernement a réfléchi rapidement à une autre opération, qui est le programme YOLIM, qui consiste à accorder du crédit à taux d'intérêt nul à tous les producteurs pour acheter les intrants agricoles et réaliser les labours. Donc un crédit de 96 000 francs est donné à chaque producteur enregistré par un agrégateur. Et ces 96 000 francs permettent d'abord de faire le labour, ensuite d'acheter les semences, les engrais, les pesticides, s'il y a cas d'attaque de chenilles légionnaires, que ce soit sur le riz ou le maïs, et aussi l'inoculum lorsque le producteur a choisi comme spéculation phare le soja. Donc c'est à ça que ce crédit sert. Donc pour le faire, pour être bénéficiaire, le producteur doit être dans un groupe de tontines solidaires enregistré par un agrégateur. Et une fois que la liste a été établie, avec son numéro de téléphone, son numéro de carte de lecteur, le crédit lui est accordé à travers son numéro de téléphone et il pourra aller dans un magasin d'achat, quel qu'il soit sur le territoire, pour pouvoir s'acheter ses intrants et solliciter le service de labour à travers un autre programme qui est le programme Vaya Trotro, à travers lequel les tracteurs sont mis en ligne et peuvent solliciter directement sur la base de son numéro de téléphone. Donc une fois que ceci est fait, en fin de campagne, l'agrégateur qui a enregistré ces producteurs est chargé de collecter les produits qu'ils ont pu avoir
et ensuite, en leur payant leur recette de vente, ils doivent défalquer le crédit, les 96 000 francs sans intérêt qu'ils reversent à la banque qui a accordé le crédit. Et le reste est remis aux producteurs en guise de revenus après exploitation. Monsieur Madadeuzi Tezike, directeur général de la CAGIA, la centrale d'approvisionnement et de gestion d'intrants agricoles. Pour terminer, vu vos constats, est-ce que vous avez à ce jour une idée de la campagne de l'année prochaine? Nous avons utilisé cette année pour faire une opération de sensibilisation de façon pédagogique tous les acteurs opérant dans le domaine des engrais pour leur montrer tout l'arsenal réglementaire que le gouvernement a pris pour accompagner l'opération de libéralisation, notamment disposer d'un agrément avant d'opérer sur le territoire et avant d'apporter son stock sur le terrain, il faut le faire analyser par l'ITRA et certifié par le ministre de l'Agriculture que les engrais peuvent être distribués sur le territoire national. Une fois que c'est fait, les points de distribution doivent être indiqués à la CAGIA et un rapport trimestriel transmis également à la CAGIA. Une fois que les points de distribution sont faits, la CAGIA a pour mandat de faire l'inspection de façon inopinée et le contrôle régalien pour pouvoir s'assurer que la qualité des engrais qui était arrivée au départ est restée intègre jusqu'à la fin au profit des producteurs. Maintenant, au cours de ces contrôles, tout acteur qui aurait été surpris sans agrément préalable du ministère sera sanctionné conformément à la rigueur de la loi. Donc, tout opérateur économique qui est intéressé à opérer dans le secteur des engrais est obligé de s'aligner conformément à la réglementation. D'abord, ça veut dire qu'il doit s'inscrire comme distributeur, obtenir un agrément et toutes les autres étapes lui seront apportées après accompagnement de la CAGIA. Beaucoup sont intéressés, l'État est intéressé aussi parce que plus les opérateurs vont intervenir dans ce secteur, ça permet de rapprocher davantage cet intrant de nos producteurs. Ceci pour leur permettre de produire massivement, améliorer les rendements et les revenus de leurs produits. Et l'objectif phare du PND, c'est de doubler les revenus des producteurs. Donc nous visons vraiment à atteindre cet objectif et le secteur privé est vivement appelé à accompagner le gouvernement à travers toutes ces actions. Monsieur Madadeuzi Tezike, merci. Merci. Écho du palais. Le sieur Ponsou Soussou a détruit la maison d'un de ses frères qu'il accuse d'avoir endommagé sa radio. Conduit devant la cour d'assises pour y être jugé, il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits, Hélène Assabi. C'était à l'occasion de la fête de Noël de l'année 2009 que le nommé Ponsou Soussou, cultivateur de 42 ans, résident à Kato et père de 2 enfants, avait acquis une radio de 12 000 francs CFA pour se réjouir. Ce même jour, son petit frère Ponsou Afonapé était venu lui rendre visite et lui avait demandé de lui payer à boire. Ponsou Soussou, qui ne voulait pas se séparer de sa toute nouvelle radio, l'a pris avec lui et conduit donc son petit frère chez une vendeuse de Solabi où ils prirent quelques verres. Son petit frère lui demanda ensuite de l'accompagner chez leur grand frère Ponsou d'Enrolo. Dans un premier temps, Ponsou Soussou refusa puisqu'il n'était pas en très bonne relation avec celui-ci. Mais il se ravisa par la suite et accepta. Arrivé chez le grand frère en question, alors que l'épouse de ce dernier leur servait quelques verres de Solabi, le grand frère d'Enrolo s'empara de la radio et la brisa au sol. Il prit ensuite un coupe-coupe et mit en petits morceaux les parties que l'on pouvait encore récupérer. Bien que n'ayant rien compris, Ponsou Soussou rentra tranquillement chez lui et fit part de l'incident au doyen de la famille. Ce dernier les convoqua et il fut décidé que les sieurs d'Enrolo et Afonapé remettent chacun 6 000 francs CFA à Ponsou Soussou afin qu'il puisse acheter une nouvelle radio. À la suite de cette assise, des mois passèrent sans que Ponsou Soussou ne rentre dans ses fonds. Il dut faire convoquer plusieurs fois à nouveau Afonapé et apprit finalement que d'Enrolo avait remis sa part à Afonapé qui non seulement n'avait pas cru devoir exécuter sa part d'obligation, mais encore avait utilisé les 6 000 francs que son grand frère lui avait remis à d'autres fins. C'est ainsi que dans la nuit du 16 au 17 avril 2011, sous l'effet de la colère et surtout de l'alcool, Ponsou Soussou mit le feu à la case de Afonapé en prenant soin de bloquer la porte pendant que celui-ci dormait avec sa famille.
Le feu consuma et le domaine de Afonapé et celui de 9 autres personnes. Mais grâce à Dieu, il n'y a eu aucune perte en vies humaines. En enquête préliminaire comme à l'instruction, Bonsoussousou a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il fut donc inculpé de destruction volontaire et détenu suivant mandat de dépôt en date du 20 avril 2011. Renvoyé devant la cour d'assises pour y être jugé, Bonsoussousou a été condamné à 5 ans de prison lors de l'audience du 18 juin 2014. Du sport, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad, a présenté son bilan aux fédérations alliées à la CAF. Le patron de la Confédération pourrait briguer un second mandat. Fidèle Mawina. Officiellement, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, ne sait pas encore s'il sera candidat à sa propre succession le 12 mars prochain à Rabat. Ahmad a toujours dit qu'il ne ferait pas plus de 3 mandats au sein du comité exécutif de la CAF. Le Malgache, qui en a tour à tour été membre entre 2013 et 2017, puis patron de 2017 en 2021, pourrait donc bel et bien se représenter dans 5 mois. Ahmad a en tout cas dressé son bilan au président de fédération affiliée à la CAF ainsi qu'à la Fédération internationale de football FIFA. Dans un document de 4 pages intitulé « La transformation du football africain », il y détaille les réalisations des 4 dernières années. Ce fichier ne porte pas le logo de la CAF car il est à l'initiative de l'équipe du président et a été réalisé sur ses fonds propres, assure-t-on dans son entourage. Le bilan est accompagné d'un formulaire de soutien à remplir et assigné par les présidents des fédérations. Pour l'ancien patron de la Fédération malgache de football, l'objectif est simple, savoir s'il aura assez de soutien pour remplir. La pionnière de l'arbitrage Babiana Steinhaus met fin à sa carrière. Première en Allemagne à diriger des matchs pro-masculins, elle a participé à 3 Coupes du Monde féminines de la FIFA. Babiana Steinhaus est à nouveau entrée dans l'histoire à l'occasion de la finale de la Super Coupe d'Allemagne qui a opposé le Bayern Munich au Borussia Dortmund. En effet, c'est la première fois que l'arbitrage d'un match de cette compétition a été confié à une femme. Cet événement vient couronner la carrière exceptionnelle de cette femme de 41 ans qui prend sa retraite à l'issue de la partie. Cette décision marque la fin d'une carrière hors du commun qui a fait entrer l'arbitrage dans une nouvelle ère. Steinhaus a été la première femme à diriger des matchs de la Bundesliga qui n'a jamais flanché face à ses détracteurs. Et puis, jour J-5 pour le stage des éperviers du Togo dans le cadre de la journée FIFA. Un stage pour jauger la forme de l'équipe avant la reprise des éliminatoires de la CAN. La liste dévoilée par le sélectionneur Claude Leroy défraie la chronique. La revue de presse pour refermer cette édition, un seul sujet à la une des parutions de la semaine, la nomination de Madame Victoire Tomiga-Dogbe comme chef du gouvernement et de la formation du nouveau gouvernement. Revue de presse avec Léontine Toguima. Le Togo a un nouveau gouvernement, 34 portefeuilles, 33 ministres et ministres délégués, nommés dont 10 femmes et 15 nouvelles entrées, décrypte Togo Réveil. Cette équipe sera dirigée par une dame, Madame Victoire Tomiga-Dogbe, une battante aux commandes du gouvernement avec honneur, complimente forum de la semaine. Victoire Sidemoro Tomiga-Dogbe prend les commandes de la primature, confirme Arthur Express. La victoire de Tomiga-Dogbe à la primature, note l'indépendant Express. Une nomination historique, trouve Kamgou. Selon la dépêche, il s'agit uniquement d'un coup politique. Trop de bruit pour rien, renchérit le journal de Guardian. Madame Victoire Tomiga-Dogbe mérite bien ce poste, estime Libération. 2 femmes battantes à la tête du Togo, constate Tingo Tingo. Ce constat de Tingo Tingo amène la lanterne à se demander
demandé si le chef de l'État changerait-il sa stratégie politique. En effet, souligne Triangle des enjeux, Faure Gnassingbé s'est entouré de dames de fer et de confiance. Madame le Premier ministre, à la une de Togo Matin, rassure que les femmes peuvent proposer un leadership apprécié et efficace. Les femmes désormais aux commandes, l'exécutif et le législatif entre les mains de 2 grandes dames battantes et 3 puissantes dames encadrent Faure Gnassingbé, relate également le Mania Libéré. La nouvelle équipe était vendredi au Parlement pour présenter sa politique nationale de gouvernance pour les 5 prochaines années, nous informe Togo Réveil. Ce programme tourne autour de 3 grands axes prioritaires, relève le journal économie et développement, l'agro-industrie, le secteur privé et la santé pour la relance de l'économie post-crise Covid-19, poursuit le bimensuel. Je continuerai à servir mon pays avec beaucoup d'abnégation, rassure la chef du gouvernement à la une de l'apparition de bâtisseur. Mesdames et messieurs, samedi pluriel de ce 3 octobre, c'est bien fini. Place maintenant à la rubrique sensibilisation. Aujourd'hui, c'est avec Juliette Kandé. Des chiffres de l'OMS indiquent que 14% des cas de la Covid-19 dans le monde concernent des soignants. En première ligne dans la lutte contre la pandémie actuelle, ils payent le lourd tribut de la maladie. Au Togo, l'Ordre national des médecins estime qu'il est nécessaire de recycler et de sensibiliser assez souvent le personnel soignant sur des gestes à éviter dans la prestation des soins. Professeur Edem Goé Akoé, président de l'Ordre national des médecins du Togo. La sensibilisation fait partie intégrante des activités que nous devons mener, puisqu'il faudra informer les médecins du risque à travailler dans un environnement où rapidement on peut être contaminé par le Covid-19. Donc, c'est de rappeler les gestes simples et de demander aux médecins de rester éveillés. Parce qu'il y a des gestes qui se font déjà. Maintenant, il faut rester vigilant, savoir maîtriser ses mains pour ne pas toucher ce qu'on ne devait pas toucher, mettre des gants. Et à ce niveau également, il y a des contributions qui sont faites ici et là pour que les médecins soient suffisamment bien protégés. Désormais, l'OMS Afrique souhaite évaluer l'efficacité des remèdes à base de plantes. Au Togo, dès les premières heures, les praticiens de la médecine traditionnelle ont été invités à collaborer dans la recherche de remèdes contre la Covid-19. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette mesure? Cette collaboration doit exister impérativement. Nous avons des chercheurs qui ont les possibilités de tirer des substances actives des plantes que nous utilisons. Si c'est fait ailleurs, c'est faisable ici. Je rappelle que la quinine a été tirée d'une plante médicinale. Donc, il s'agit de parfaire cette collaboration à travers des systèmes de modélisation. En sciences normales, il y a des principes, des schémas et des méthodologies de recherche. C'est quand vous allez vers cette méthodologie de recherche que le problème se pose. Il faut mettre les produits à disposition de manière à ce que, de façon scientifique, dans les laboratoires, on puisse faire des éprouvettes avec des doses progressives jusqu'à voir de façon classique quelle est l'efficacité du produit. Cette pandémie pose le problème parce qu'elle est propagée par des personnes qui se déplacent. Donc, on a l'impression que dans cette pandémie, le virus va plus vite que les moyens de transport, puisque à partir d'un point, le virus s'éparpille par d'autres personnes, des personnes contacts. Donc la première question, c'est qu'il faut ralentir la circulation du virus. Il faut trouver les moyens pour ralentir le virus, à défaut de stopper sa propagation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg